Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a pas mal de monde déjà dans le chat. Il y a pas mal de monde. Le compteur est en train de bien grossir parce qu'on a pas mal de monde avec nous ce midi. Et la question dont Gilles répond avant que je l'ai posée, c'est est-ce qu'on nous entend et on nous voit? Gilles qui nous dit oui, on vous entend. Je pense que c'est bon. Donc voilà, ça peut arriver que vous entendiez ou que vous voyiez mal. Ça peut arriver surtout quand il y a beaucoup de monde qui se connecte en même temps, comme c'est le cas maintenant. Donc n'hésitez pas à faire un refresh. Généralement, ça permet de gérer la plupart des soucis qui peuvent apparaître. Et puis, sinon, ravi d'être avec vous ce midi. Vous êtes beaucoup, je vois le compteur encore qui est encore en train de bien s'affoler, ça fait plaisir. Vous êtes plus de 550 à vous être inscrits sur ce live. Donc merci beaucoup pour votre intérêt. Voilà, chaque mois, vous êtes plusieurs centaines à participer à ces lives. Donc on est très content que tous ces projets qu'on met en place vous plaisent. Et puis voilà, écoutez, je vous propose de ne pas trop blablater pendant trop longtemps et puis de rentrer dans le vif du sujet. Peut-être que je vais te laisser la parole, Ambre, pour nous présenter cette thématique qui vous a tant plu. Merci Clément, bonjour à tous et à toutes, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. On va passer environ une bonne heure ensemble. On a voulu faire un format assez court et dense et comme l'a très justement dit Clément, je vais vous présenter le sujet donc du webinaire. Aujourd'hui, on l'a tous constaté, hein, l'IA change profondément la façon dont on conçoit nos produits. Automatisation, personnalisation, performance, voilà, les promesses sont très fortes. Hein. Mais entre l'idée et la mise en œuvre, surtout sur des cas d'usage sensible, il y a souvent un vrai fossé. Aujourd'hui, on a clairement voulu sortir des grandes théories pour vous proposer un format, un retour d'expérience qui soit très opérationnel et très technique, avec la construction d'une brique IA capable d'extraire des données, des documents complexes, sans faire appel à un LLM externe. Et avec nous, nous avons donc deux experts que Clément va vous présenter rapidement. Ouais, alors du coup, c'est écrit sur leur petite vignette, on a Julien Hureau, qui est fondateur de boringdata.io et qui est expert en solutions data souveraines. Tu nous expliqueras un petit peu plus en détail certainement tout à l'heure. Nous avons également Jérémy Arancio, Machine Learning Engineer et spécialiste dans les modèles IA développés in-house. Alors, tout ça, moi, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer en détail ce que ça veut dire, mais ils vont certainement pouvoir vous le dire. Je sais qu'ils ont préparé une petite slide qui va les présenter, donc je ne vais pas m'en dire plus. Je voulais juste, en tout cas, vous remercier déjà, Julien et Jérémy, d'avoir accepté notre invitation et de prendre un peu de temps ce midi pour nous présenter votre solution et votre sujet. Top, un plaisir. Avec plaisir. Je vous présente aussi moi-même et Ambre. Voilà, je commence par moi, Clément Leroux. Je suis Head of Community chez Crème de la Crème. Voilà, un de mes projets, c'est d'organiser ces lives. Donc, je suis ravi de vous accueillir ce midi. Et je vous accueille avec Ambre. Ambre, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Donc moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots rapides pour me présenter. Je suis Ambre Prigent, vice-présidente com et marketing chez Crème de la Crème et cofondatrice de Crème Connect. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Crème de la Crème, c'est aujourd'hui la première communauté sélective de freelance en France. On connecte les entreprises avec les meilleurs talents en stratégie, en tech, data, IA, cybersécurité, marketing ou encore design. On accompagne aussi bien des grands groupes du CAC 40 que des scale-up dans la structuration et l'exécution de leurs projets stratégiques de transformation. Dans ce cadre, on a également lancé Crème Connect, dont je suis très fière en début d'année. Donc, Crème Connect, c'est quoi? C'est un club sélectif dédié au C-level, head-off et senior manager, dont l'objectif était assez simple, c'était de créer donc un espace d'échange privilégié pour vous partager de la veille stratégique, des retours d'expérience concrets et favoriser le networking entre décideurs. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous partagerai dans le chat les liens vers nos sites Crème de la Crème et Crème Connect.
Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc laisser la parole à Julien et Jérémy qui vont donc vous présenter les coulisses de la création de cette brique IA souveraine. Merci à Merci, tous. merci Ambre, merci Clément. Et un plaisir d'être là avec Julien. Et aujourd'hui, avec Julien, on s'est associé pour construire une brique AI totalement open source et déployée sur une infrastructure cloud. Et on l'a construit et aujourd'hui, on va vous la présenter et vous montrer comment un data engineer et un machine engineer travaillent ensemble pour construire une brique AI de niveau production. Donc, rapide présentation, moi je suis Jérémy Arancio, Machine Learning Engineer spécialiste en Natural Language Processing, donc l'AI appliqué au texte, et MLOps. Pour faire court, je développe et j'intègre des features de ML dans les produits de mes clients. Alors bonjour à tous, pour ma part, donc, je m'appelle Julien Hérault, donc je suis data engineer freelance, je suis dans la data depuis une dizaine d'années et depuis quelques semaines j'ai lancé un nouveau service boringdata.io que j'aurai l'occasion de présenter à la fin de cette présentation. Et donc comme l'a dit Jérémy, l'idée aujourd'hui c'est d'associer nos deux skills, IA et data engineering pour construire une feature AI from scratch. Pour ce faire, on a imaginé un cas d'usage virtuel qu'on a tiré un peu de nos expériences chez nos différents clients. Donc, l'idée, c'est de prendre cet exemple d'entreprise qui s'appelle Trumport, qui est spécialisée dans l'import-export de biens entre la Chine et le Groenland. Donc, import-export égale beaucoup de documents avec les douanes, etc. Donc, cette entreprise a un data lake, a une base de données de documents qui est énorme, sauf que la question, c'est comment est-ce qu'elle peut générer de la valeur depuis ces documents. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui. L'idée, c'est de partir des documents bruts, d'avoir un LM qui va extraire les informations de ces documents, de manière à arriver à avoir une base de données structurée, donc avec sous forme de table, donc là, comme on voit au milieu. Et une fois qu'on a ces données qui sont structurées, en fait, on peut l'utiliser pour faire plein de choses. On peut l'utiliser pour faire du reporting, créer des dashboards et améliorer le pilotage de l'entreprise, de Trumport, mais aussi créer de nouvelles features dans leur produit digital, par exemple faire de l'alerting ou faire des dashboards pour les utilisateurs. Dans l'introduction, on a mentionné l'aspect souverain. Donc nous, on définit souverain de la manière suivante. Ce qu'on cherche, c'est déployer cette feature dans un cloud existant. Aujourd'hui, un cloud dans la data, ça veut dire principalement les clouds américains, donc AWS, Azure, Google. Donc, nous, on se limite à ces clouds-là. Les clouds européens, aujourd'hui, c'est encore un peu tôt, un peu compliqué de déployer des features data là, sur ces clouds. Donc, nous, étant des experts aussi AWS, on va vraiment se focaliser plus sur AWS. L'idée, c'est de développer cette feature en utilisant le maximum de containers, donc de Docker possible, de manière aussi à pouvoir changer de cloud si nécessaire ou avoir une certaine portabilité dans la feature AI et limiter la dépendance aux services managés des cloud providers. Yeah. Lors de cette présentation, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. On reviendra ensuite à la fin de la présentation sur toutes ces questions. On les traitera, je pense, en batch à la fin. Top. Merci Julien. Donc, parlons un peu d'AI. On va commencer ce cas d'usage en s'intéressant donc à la brique AI. Et puis après, on s'intéressera à comment déployer cette brique AI de manière, donc comme il a dit, souveraine dans le cloud, donc AWS, et la rendre production ready. Parlons de la brique AI. Donc la brique AI, aujourd'hui, quand on parle AI, on pense tout de suite au ChatGPT, à Gemini, au LLM, et j'en passe des meilleurs. Aujourd'hui, si quelqu'un veut faire cette tâche qui est d'extraire les informations des documents, il va créer un compte sur OpenAI, appeler un LLM via une API, enfin via une keys, via son compte, envoyer le document en forme d'image et demander d'extraire la donnée. Ça marche, ça fait de très bons proof of concepts, mais c'est limité d'un point de vue production. Pourquoi ? C'est là. Okay. En production, dès qu'on utilise un LLM par un API donc provenant d'un provider extérieur, on a des soucis de sécurité de la donnée,
Les données sont envoyées sur les serveurs américains et potentiellement utilisées via les LLM pour réentraîner des nouveaux modèles. On a eu des cas comme quelques années auparavant, au début de ChatGPT, où des entreprises ont mis des informations confidentielles dans les prompts de ChatGPT et ces informations se sont retrouvées dans les versions ultérieures des modèles. On a un problème de solution propriétaire et donc de fiabilité. Si vous utilisez un LLM provenant, je ne sais pas, d'OpenAI, rien n'est dit que dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 an, le modèle ne soit plus maintenu par OpenAI, car ça coûte énormément d'argent. Ça peut arriver. Mais ce qui arrive quasiment tous les jours, c'est une nouvelle version du modèle qui altère complètement tout le travail que vous avez pris en amont pour prompter le modèle, lui faire donner les bons outputs, les bons générations de texte. Et du jour au lendemain, votre infrastructure ne fonctionne plus. Et pour aucune raison, vous devez repasser du temps à retweaker les prompts, le modèle, et vous devez faire ça encore et encore. Un autre problème d'utiliser des solutions, des LLM extérieurs, c'est vous ne pouvez pas optimiser les coûts. Vous utilisez un modèle qui arrive à un tel coût et vous devez l'utiliser pour tout. Or, en machine learning, un cas correspond à une solution. Et vous pouvez trouver la solution parfaite en termes de modèle, mais aussi en termes de déploiement et d'infrastructure pour optimiser les coûts et augmenter au maximum les performances. Enfin, c'est un peu la même raison que le truc qui est les prompts. Souci de maintainability. Vous avez une infrastructure qui fonctionne, mais en utilisant un LLM extérieur, du jour au lendemain, les réponses du modèle deviennent catastrophiques et vous n'avez aucune raison, vous ne savez pas pourquoi, et ça crée des problèmes de maintenance. C'est pour ça que dans cette présentation et dans ce projet, on s'est intéressé plutôt côté open source, modèle open source. Donc déjà, un modèle open source, c'est un modèle qui est totalement disponible, pour la majorité des cas libre de droit, majorité, et que vous pouvez accéder gratuitement via la plateforme Hugging Face, qui recense ou qui stocke plus d'1,5 million de modèles pour différentes tâches, entraînés pour différentes solutions. Et vous pouvez utiliser ces modèles et les déployer sur votre propre cloud, donc AWS, GCP et Azure ou autres, pour résoudre votre tâche. Donc, Julien, il a présenté un cas d'usage, donc l'extraction de données de documents. Et donc, c'est la tâche qu'on va résoudre aujourd'hui. Donc, on va créer un POC, d'accord? Et ce POC, il doit être capable de comprendre les documents. Donc, les documents, l'AI appliqué aux documents fait partie d'une sous-catégorie de la NLP ou du machine learning, ou de l'AI en général, qui s'appelle Document AI. Document AI qui consiste à classifier les documents, extraire les données, etc., etc. Ensuite, il nous faut un modèle qui soit capable de nous donner un output, une data qui soit exploitable. On parle notamment de structure d'output. Par exemple, les JSON, qui est un format de données qui est utilisable plus loin dans la pipeline, par exemple. Donc, il faut un modèle qui non pas nous retourne un texte et des explications, mais juste la data qui nous intéresse. Enfin, il nous faut un modèle qui est pré-entraîné. Je m'explique. En fait, le fait que le modèle soit pré-entraîné est vraiment aujourd'hui un luxe du machine learning et l'NLP post-ChatGPT. Avant, le machine learning, toujours aujourd'hui, mais dans moins de cas, quand vous vouliez développer une solution AI en production, vous deviez collecter la data, la noter, entraîner un modèle, fine-tuner le modèle en expérimentant, déployer, monitorer et itérer. Aujourd'hui, à post-ChatGPT, vous avez énormément de compétiteurs, qui déploient leur modèle en open source ou qui proposent leur modèle totalement en open source et des modèles qui sont extrêmement puissants, capables de résoudre la majorité des tâches que des LLM extérieurs comme ChatGPT ou GPT-4o par exemple sont capables de faire. Et donc, toute cette phase de collection de la donnée et annotation de la donnée qui font qu'un projet va prendre entre 3 mois et 1 an en moyenne, vous pouvez obtenir un MVP très très rapidement avec un modèle pré-entraîné. Et donc, on a ces 3 critères.
Et ces 3 critères nous ont amené à utiliser Qwen 2.5 VL, VL pour Vision Language. Donc, si vous avez votre téléphone d'un côté, vous pouvez scanner le QR code et vous allez rentrer dans une application ou une démo du modèle que vous pouvez utiliser, qui est hosté sur Hugging Face. Qwen 2.5 VL, qu'est-ce qu'il fait? C'est un modèle, c'est un LLM appliqué à la vision, c'est-à-dire qu'il est capable de processer des images, mais aussi des vidéos, en même temps que des instructions. Et en output, il va générer du texte. Notamment, Qwen 2.5 VL est super utile dans notre use case, car il a déjà été entraîné, même pré-entraîné, pour générer des JSON, une data structurée qui nous intéresse pour pouvoir l'utiliser. Donc, Qwen est un très, très bon candidat pour notre MVP. Donc, notre MVP, notre POC, on va prendre des documents. On va faire ça toujours en local sur notre ordinateur pour le moment. On va prendre des documents. On va donner une instruction au modèle. L'instruction, pour faire court, c'est extraire toutes les données de ce document que je t'envoie. Voici le schéma ou la structure des données que j'attends. Généralement, elle donne. Et on va utiliser un algorithme pour contraindre la génération de texte à générer un JSON valide et non pas du texte, ce qui entraîne plus de latence, mais de meilleure qualité d'output. Je vous ai mis le lien en bas, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et ce POC fonctionne, on a testé sur 10 documents, et sur les 10 documents, on obtient un schéma qui contient toutes les datas d'un document, rapport, invoice, table, etc. Donc, on a un POC, mais maintenant, il est temps de le déployer. Exactement. Donc là, c'est la première partie du projet a été réalisée donc, par un data scientist, donc Jérémy en l'occurrence. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on intègre cette brique IA dans le système informatique de l'entreprise Trumport. Donc, en fait, typiquement, ça, c'est fait par ce qu'on appelle un data pipeline, une data platform. L'idée de cette partie maintenant, c'est de présenter comment est-ce que ces data pipelines se structurent, comment les différents éléments, les différents composants, mais à ce que vous ayez une compréhension de tout le travail nécessaire pour arriver depuis le proof of concept vers vraiment une solution productive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais s'il y avait des questions, n'hésitez pas à les poser de nouveau dans le chat. Dans l'exemple de Trumport, typiquement, il y a 3 types d'interactions qui sont faites. Donc, il y a des customers, il y a des utilisateurs qui interagissent via un site internet, via un knowledge par exemple. Donc là, c'est-à-dire que derrière, on a une première base de données opérationnelle avec des données qui sont structurées typiquement dans un Postgres. Ensuite, on a des suppliers qui, eux, vont interagir via l'ERP. Et enfin, il y a potentiellement un SaaS. Donc, imaginons que la gestion des documents soit faite par un SaaS externe, donc qui va déposer tous ces documents PDF qu'on a mentionnés auparavant dans un SFTP. Ce qui fait qu'on a 3 points d'entrée pour la donnée. La question, c'est comment est-ce qu'on amène ces données au LLM pour pouvoir générer de la valeur. Et c'est là où le data pipeline apporte sa valeur ajoutée. Donc, les objectifs, ça va être de transformer et de nettoyer les sources de données, les merger ensemble potentiellement, surtout faire des tests de validation de qualité et enfin orchestrer l'appel vers le LLM qui a été mentionné par Jérémy. Mais le rôle du data pipeline ne s'arrête pas là, ça permet aussi de faire le sens inverse. Une fois qu'on a extrait l'information de manière structurée, on a envie de feeder des dashboards ou pousser les informations dans les systèmes opérationnels de manière à créer de nouvelles features utilisateurs. Les data pipelines, en général, sont structurés en 3 composants. Donc, d'abord, il y a la partie storage. Donc, où est-ce que la donnée va être enregistrée? La partie compute. Donc, comment est-ce qu'on va transformer la donnée? Et la partie orchestration, de manière à orchestrer toutes ces transformations de données. Je vais faire rapidement un rapide historique de comment est-ce que ces structures de pipeline ont évolué ces 10 dernières années. Donc, il y a 10 ans, les entreprises utilisaient des grosses warehouses on-premise dans leur parc informatique. Typiquement, cet exemple de système, c'est Oracle, où là, en fait, le problème, c'est qu'on a un compute et un storage qui sont imbriqués l'un dans l'autre, ce qui fait qu'on paye, le système est always up, donc il est toujours on. On ne peut pas l'éteindre, ce qui fait qu'on paye vraiment 100% du temps pour les ressources qui sont nécessaires. Ce qui fait que c'est, donc comme je disais, ça coûte très cher et c'est difficilement scalable. Autour de 2015-2020, il y a une nouvelle génération de warehouse qui est arrivée, incarnée par Snowflake, BigQuery et Databricks, où là, en fait, donc on a mis ces warehouses, on les a mis dans le cloud, et en plus de ça, on a réussi à séparer le compute du storage, ce qui fait que
quand on n'utilise pas notre système de données, on ne paye pas. Et au contraire, si on a une énorme charge, on arrive à scaler de manière impressionnante. Le seul désavantage, c'est qu'on est locké dans un provider. Toutes nos données sont soit chez Snowflake, soit chez BigQuery. Et du coup, on utilise aussi un seul engine pour toutes nos pipelines, donc indépendamment du type de données et du volume de données. Ce qui fait que on a aussi un problème de coût, puisqu'en fait, Snowflake, BigQuery, c'est des systèmes qui sont basés sur du parallélisme important. Et donc, si on traite des données de faible volume, on va avoir un certain overhead à utiliser ce parallélisme. Donc, on va perdre en efficience, que ce soit en termes de coût ou de performance. Et depuis l'année dernière, cette année, il y a un nouveau paradigme qui arrive en place, ça s'appelle le Lakehouse, où là, en fait, on va enlever cette brique storage des providers type Snowflake, BigQuery et on va la manager nous-mêmes. Donc, on va la manager nous-mêmes dans un format qui s'appelle Iceberg. Ce qui va l'avantage, déjà que les données elles sont dans notre cloud, donc c'est nous qui gérons notre storage. Et en fait, on va pouvoir plugger différents compute engines dessus. Donc, on va pouvoir, Snowflake est compatible Iceberg, BigQuery aussi, ce qui fait qu'en fait, suivant le pipeline et suivant le cas d'usage, on va pouvoir utiliser un outil de transformation de données qui va être adapté vraiment à chaque pipeline. Donc, on va réduire en coût, on va réduire notre dépendance à ces providers et on va gagner en interopérabilité. Donc, si on revient dans le cas de Trumport, donc, on va partir sur un design type Lakehouse. Donc, notre objectif, c'est de mettre toutes nos données qui sont sur la partie gauche de l'écran dans notre data lake Iceberg. Une fois qu'elles sont dans Iceberg, donc là, on va avoir un pattern de transformation de données qui est assez classique. Donc, d'abord, on va avoir une première layer. Donc, on va vraiment copier les données brutes telles quelles dans notre data lake. Ensuite, on va avoir un deuxième layer Silver, où là, on va refaire une autre copie des données, mais en nettoyant la donnée, en faisant des tests de qualité et en mergeant les différentes sources ensemble. Et enfin, il y a une dernière layer, on appelle la layer Gold, où là, on va calculer des métriques qu'on va réenregistrer elles aussi séparément. Et c'est des métriques qu'on va ensuite exposer aux utilisateurs directement. Donc, ça, qui vont se baser sur des données qui sont propres, qui sont validées, et dans lesquelles on aura mergé les différentes sources entre elles. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive typiquement ces documents PDF à ce data lake où on a des données structurées. Là, la première étape, c'est de copier nos documents dans une bucket S3. Donc, bucket S3, donc c'est dans AWS, mais il y a des systèmes équivalents dans GCP Azure. Donc, on copie nos documents. Et ensuite, donc, on a la brique LLM qui va passer pour chaque document, qui va créer un fichier JSON correspondant, où là, on va avoir vraiment toutes nos informations qui sont extraites par le LLM. Si on regarde cette brique LLM, comment est-ce que ça marche? Donc, à chaque fois là, on utilise un système en eventing, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau document qui va être écrit sur la bucket, ça va générer un événement. Ces événements vont être stockés dans une queue et ensuite, la queue va être consommée par un système qui va runner un container. Là, dans AWS, on utilise AWS Batch, donc c'est un service qui va simplement lui fournir un container et c'est lui qui va le runner et qui va créer différents jobs suivant les messages qu'il y a dans la queue en amont. Ce Docker, Jérémy va le présenter en détail. Donc voilà, c'est vraiment un Docker. Donc c'est-à-dire qu'on peut, là, on le déploie sur AWS. Si demain, on va aller sur GCP, sur Azure, en fait, c'est vraiment portable. Donc on peut vraiment changer de provider sans souci. C'est ça qu'elle est 100% serverless. C'est-à-dire que quand on n'utilise pas, ça nous coûte zéro. Et le fait que ce soit un service managé, ça permet de scaler en fait facilement la transformation. Une fois que donc, qu'est-ce que va faire ce container? Pour chaque event, il va aller chercher le PDF dans S3 correspondant, le processer et écrire le JSON dans la bucket de destination. Concernant le déploiement du modèle, donc Julien l'a introduit, on va containeriser le modèle et le script pour inférer, ou faire l'inférence, c'est-à-dire processer les documents. On va tout containeriser dans les Docker, donc là il a très bien expliqué. Et on va containeriser le modèle, pas vraiment le modèle, on va plutôt containeriser un outil de serving, c'est-à-dire servir le modèle et lui faire le rendre capable de processer des textes ou des documents via la librairie qui s'appelle VLLM. VLLM, en gros, pour faire court, dans le terme large language model, on a le terme large. Large, ça veut dire très gros. On parle de 3 milliards de paramètres, 7 milliards à certains modèles au-delà des 300 milliards de paramètres. Quand vous mettez un document et des textes dans un modèle à 300 milliards de paramètres, c'est un peu gros, mais c'est pour présenter, la donnée va devoir traverser tous les paramètres avant de ressortir un token, un output.
Ce qui crée en fait une latence énorme quand on veut essayer de mettre un LLM en production. Mais VLLM, ce qu'il fait, c'est qu'il l'optimise et il accélère l'inférence des LLM de manière très simple grâce à un algorithme qui s'appelle le page attention. Mais en termes de production, il rend le déploiement d'un LLM relativement simple dans un Docker. Et donc, on va utiliser VLLM. Ensuite, on va utiliser AWS et EC2. Donc, on va demander, on va configurer AWS Batch que je viens introduit pour utiliser des GPU via EC2. Donc, on va utiliser un G6X large qui correspond à un GPU L4, donc c'est un gros GPU en gros, pour pouvoir processer tous les documents qui viennent pour le job. Une fois que tous les documents sont processés, on va tout réenvoyer dans le Docker et AWS Batch va gérer l'orchestration de ouvrir l'instance EC2, faire le job et fermer l'instance EC2 et vous ne payez que pour le running time. Donc, ça rend le processus non seulement hyper optimal pour processer énormément de quantités de données en même temps, mais en plus d'un point de vue cost efficient. Donc voilà, donc maintenant on a fait la première partie de notre pipeline, donc on a nos données PDF qui sont transformées en JSON. L'étape suivante ensuite, c'est d'avoir de l'ingestion, donc d'ingérer ces JSON dans notre layer bronze dans Iceberg et de faire la même chose pour les données qui viennent de systèmes structurés, typiquement l'online shop et l'ERP. L'idée ici, c'est en général, de nouveau, on utilise un Docker qu'on fait tourner sur ECS ou Batch. Dans ce Docker, en général, la gestion est faite en Python. On a une librairie Python qui permet d'écrire dans Iceberg, qui s'appelle PyIceberg. Et pour sourcer les datas depuis les systèmes sources, en général, on utilise des ELT, donc des librairies Python qui permettent de s'interfacer facilement avec ces systèmes sources, avec ces bases de données. Et là, DLThub, c'est un exemple parmi d'autres qui permet de faire ça. Et ensuite, le code donc, est packagé dans un Docker, déployé dans ECS ou Batch. Et ensuite, ça permet d'ingérer toutes ces données dans la layer bronze. Une fois que nos données brutes sont copiées dans Iceberg, l'idée c'est de la transformer, comme je me mentionnais avant. Et ici, le fait qu'on utilise Iceberg, voilà, ça permet d'utiliser vraiment l'engine qui correspond à chaque pipeline, à chaque data source. Là, en l'occurrence, j'en ai mentionné 3. On peut utiliser AWS Athena, qui est en fait un système qui est dans AWS. On peut utiliser DuckDB, qui est une base de données open source, qui va permettre aussi de faire de la transformation, mais sur ce qu'on appelle single node, donc sur une seule machine. Et enfin, il y a Snowflake. Donc, si on a vraiment besoin de scaler, de traiter une quantité importante de données, on peut toujours plugger Snowflake sur notre data lake de manière à faire de la transformation. Toutes ces layers successifs de transformation, il y a besoin de les orchestrer. Pour ça, il y a des frameworks qui existent, type DBT, et puis un nouveau framework qui s'appelle SQL Mesh, qui vont permettre d'orchestrer vraiment toutes nos transformations entre les différentes layers, de manière à avoir ce qu'on appelle un DAG, donc un graphe de transformation qui fait sens. Et enfin, il y a une dernière couche d'orchestration qui permet vraiment d'orchestrer tout depuis l'ingestion jusqu'à la transformation. Et donc là, il y a différentes possibilités. Il y a soit les outils open source comme Dagster ou Airflow, ou alors il y a des outils propriétaires comme AWS Step Function. Donc là, j'aurais tendance à plutôt utiliser des outils open source dans le cadre d'un projet qui vise à avoir plus de souveraineté. Parce qu'utiliser Step Function, ça veut dire qu'on utilise un code qui est propriétaire à AWS et donc qui va limiter un peu la portabilité vers un autre cloud si besoin. Et donc, en utilisant des outils comme Dagster et Airflow, c'est des outils qu'on peut soit déployer soi-même, soit utiliser des services qui les déploient pour nous, mais qui resteront les mêmes quel que soit le cloud qu'on utilise. Merci, Julien. Donc maintenant, j'entends souvent sur LinkedIn ou sur Twitter que déployer ses propres LLM open source et implémenter toute l'infrastructure, c'est extrêmement coûteux. Ça vient notamment du fait que les GPU sont très très chers par rapport aux CPU. Donc en fait, finalement, notre solution, est-ce qu'elle est si chère que ça? Donc, je vais m'intéresser uniquement ici au LLM, sans compter toute l'infrastructure liée à la data pipeline. Donc en termes de processus, l'algorithme qu'on a utilisé prend à peu près 4,5 secondes par document. C'est notamment dû au fait qu'on utilisait un algorithme pour contraindre la génération de texte pour créer des JSON valides. Si on n'utilisait pas cet algorithme, ça prendrait à peu près 1 seconde. Ensuite, on utilise
un GPU G6 X large de AWS, donc ça correspond à NVIDIA L4, qui coûte 80 cents à l'heure. Donc si on veut processer par exemple une large quantité de données comme 10 000, ça coûterait à peu près $10 et prendrait 12,5 heures sans aucune optimisation. Juste avec VLLM et Cohen 2.5 VL 3 billions pour les questions qui pourraient venir. Mais par rapport aux LLM existants, donc OpenAI, Gemini et Anthropic, donc Claude, on remarque que notre solution est en fait assez cost efficient, tout simplement parce que processer autant de documents avec les autres LLM providers, from OpenAI et Anthropic, on dépasse les $100. Et si on compare ça à Gemini 2.5 Flash, qui est, si je ne m'abuse, la solution LLM la moins chère du marché aujourd'hui, et bien notre solution, au final, non seulement est dans le même ordre de prix que Gemini 2.5 Flash, mais en plus est totalement propriétaire. On peut faire ce qu'on veut du modèle, on peut changer le modèle, changer les instances, etc. mais j'y reviendrai après. Donc en fait, juste en termes de coût, au final, déployer un LLM sur son infrastructure, c'était pas si cher que ça finalement. Donc je parlais un petit peu des optimisations. Donc, quelles sont les optimisations potentielles? Donc sur la brique AI, on a différentes opportunités comme la quantisation. La quantisation, ça consiste à prendre un modèle qui fait par exemple 7 milliards de paramètres et qui ont une certaine précision. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, Float 16. Et bien, on peut réduire la précision de chaque paramètre, en gros, la façon dont chaque paramètre est stocké dans la RAM ou sur l'ordinateur, et la diviser par deux, ce qui va diviser par deux la taille que prend ces modèles. Donc, on va pouvoir utiliser des instances plus petites. Aussi, la quantisation accélère les inférences. Donc, on va pouvoir accélérer le processus. On a aussi accès, grâce à l'open source, au fine-tuning. Fine-tuning qui nous dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, je parlais du machine learning, comme quoi il fallait collecter la data, annoter la data, entraîner les modèles et après déployer. Dans cette approche, on déploie d'avant un modèle pré-entraîné plutôt robuste sur la tâche qu'on lui donne et on peut avoir notre MVP et suite au MVP, on peut commencer à collecter la data, ce qui finalement est la tâche la plus complexe dans un processus de machine learning et fine-tuner le modèle pour obtenir non seulement des performances bien meilleures que le modèle pré-entraîné de base ou que n'importe quel LLM provider comme GPT, et surtout avoir un modèle pour son cas de figure. Ensuite, on peut utiliser des instances GPU beaucoup plus puissantes que le L4, comme le V10 et OA100, qui sont plus chères, mais si ces instances permettent de réduire par 2 le temps d'inférence de 10 000 documents et qu'elles coûtent 1,5 fois plus cher, au final, c'est beaucoup plus rentable. Donc ça, c'est côté brique AI. Et du niveau pipeline, donc en fait là, on a présenté un peu un assez haut niveau en fait la pipeline, mais en fait il y a plein de choses encore à rajouter qui sont un peu des satellites, donc à rajouter du FinOps, c'est-à-dire contrôler les coûts, mettre un système d'alerting en place, de monitoring pour savoir quand est-ce qu'il y a des problèmes, quand est-ce qu'il y a des erreurs qui arrivent, mettre un système d'infrastructure à code pour déployer l'infrastructure automatiquement, un système de CI/CD pour déployer cette infra aussi, donc du coup automatiquement, et un système de branching model pour pouvoir collaborer en équipe sur le code. Donc il y a vraiment, donc on a présenté juste un peu le cœur, et il y a plein de choses encore à mettre en place autour. Il y a aussi un aspect gouvernance à ne pas oublier. Donc, on a différents data sources. Potentiellement, dans les utilisateurs de ces données, il y en a qui ont le droit d'avoir accès à certaines sources ou non. Donc là, il y a toute une partie gouvernance à mettre en place. Et enfin, un dernier move. Donc, comme on disait aujourd'hui, pour nous, le projet devait se limiter à un cloud existant, AWS, GCP, Azure. L'idée ensuite d'un next step, ce serait de passer vers des clouds locaux, entre guillemets, type OVH en France. Là, il y a des services qui ne sont pas forcément existants dans ces clouds locaux, donc il y a un peu plus de travail à faire au niveau infrastructure, mais ce serait potentiellement une étape qu'on verrait un peu en next step. Juste pour finir rapidement donc, cette présentation, on voulait rapidement présenter nos services. Donc à gauche, vous avez donc, Jérémy avec un QR code qui va pointer vers sa page. Moi, je voulais juste en profiter pour présenter Boring Data. Boring Data, c'est un service que j'ai lancé il y a quelques semaines pour aider les entreprises à migrer leur data stack très rapidement. Donc, c'est composé en fait de deux éléments.
d'une part des templates. Donc, en fait, tous les blocs qu'on a mentionnés pendant cette présentation, je les ai regroupés dans un repo que vous pouvez ensuite cloner. Et après, ça permet vraiment de lancer une data stack super rapidement, parce qu'il y a plein de choses qui sont pré-pensées, pré-faites. Et donc, voilà. Donc, en plus de ces templates, j'offre des workshops, parce qu'en effet, créer une feature AI soi-même, ça implique d'avoir pas mal de connaissances techniques. Donc, l'idée de ces workshops, c'est d'aider les équipes à se former sur ces technologies de manière à être le plus indépendant possible. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller visiter la page boringdata.io ou à me contacter sur LinkedIn directement si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Merci de vous être connecté, d'avoir suivi la présentation. Et comme on l'a dit, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions dans le chat. Eh bien, merci Jérémy, merci Julien. Écoutez, tu disais toi-même, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bien, écoute, on en a quelques-unes. Il y en a certaines auxquelles tu as répondu entre-temps. Je pense notamment à celle de Mo qui nous parlait des données stockées dans un cloud américain et coût de la souveraineté des données. Donc ça, tu en as un petit peu parlé sur la fin. Donc si je comprends bien, ce serait surtout une question de les clouds locaux tels que OVH, ils n'auraient pas l'ensemble des features en gros que proposent les clouds américains, c'est ça? En fait, c'est possible de le faire. C'est juste qu'il y a un peu plus de travail niveau DevOps à faire. Donc, en fait, l'avantage d'AWS, par exemple, c'est qu'on a mentionné le service AWS Batch qui va automatiquement scaler et maintenir notre Docker en production. Et ça, c'est des choses qui sont possibles de faire. Il y a des technologies type Kubernetes, mais c'est quelque chose que l'équipe doit manager en plus. Donc, c'est possible de le faire, mais ça demande un peu plus de travail et un peu plus d'investissement en DevOps. Ok. Très clair. Je continue, je regarde un petit peu je fais au fur et à mesure des questions dans le chat. Je vois je voulais me faire passer aussi voilà, sur scène, comme ça tout le monde la voit en même temps. C'est quoi l'avantage de Qwen par rapport à Mistral? Moi aussi, je pensais que c'était la partie open source. Et Ben Emrad, j'espère que je dis bien ton nom, qui nous dit que Mistral serait open source aussi. Voilà, est-ce qu'il y avait un sujet en particulier? En gros, pour répondre à est-ce que Mistral est open source, il y a deux types de Mistral. Il y a Mistral, déjà, c'est la startup française, Scale-up maintenant, et qui propose des modèles open source, que j'ai d'ailleurs utilisé dans ma carrière, mais aussi propose ses propres services comme OpenAI. C'est quoi l'avantage de Qwen par rapport à Mistral? Si on parle de open source, sincèrement, en termes d'application des LLM open source, tu as une multitude de choix. Et Qwen a ses avantages sur cette application que Mistral a peut-être aussi. En fait, il faudrait tester différents modèles. Là, par exemple, tu cites Mistral, si tu parles de l'open source, mais on parle aussi de IDFX3, Small VLM pour le même genre d'application. En fait, tu as un panel de modèles à choisir et après, à toi d'expérimenter par rapport à ton cas de figure, car les modèles n'ont pas été entraînés de la même façon, donc leur comportement par rapport à ta donnée vont changer. Si tu parles de Mistral OCR, peut-être, parce que c'est une question que je vois souvent, Mistral OCR est appliqué pour l'extraction de texte, mais pas d'informations précises. Je te laisse continuer dans le chat si tu veux préciser ta question. Ok, moi je continue les questions. Alors j'en ai pas fait forcément je les ai pas sélectionnées. Je pense que vu le temps qui nous reste, je pense qu'on va pouvoir aborder les quelques questions qui restent. Du coup, je suis le chat. Il y a ST qui nous avait dit, avez-vous un comparatif pour le coût écologique des requêtes de votre solution par rapport aux LLM existants? Je sais que cette question, nous, on aborde souvent les sujets d'IA sur ces lives. Et c'est vrai que le sujet du coût écologique est souvent repris. On n'en a pas trop parlé là dans cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Déjà dans le chat, j'ai mis un calculateur qui s'appelle Ecologits qui calcule le taux d'émission de CO2 pour chaque modèle. Chaque modèle, donc il y a une liste, hein, il y a OpenAI, Databricks, Google, etc. C'est, je crois, pas des modèles open source, c'est des modèles propriétaires comme Google, OpenAI. En termes d'impact écologique, il faut savoir, c'est très simple, les modèles qui sont mis à disposition par OpenAI, Gemini, etc., sont extrêmement gros. Enfin, c'est une théorie, parce que finalement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, mais la théorie, c'est extrêmement gros
Pourquoi? Parce qu'elle doit répondre à plein de tâches différentes de tous les utilisateurs. Ils sont tellement généraux qu'ils ont besoin d'avoir beaucoup de paramètres pour avoir toute la nuance de chaque question entre culture générale ou application comme extraction de documents. L'avantage d'utiliser des modèles open source, c'est que par définition, enfin pas par définition, mais ils sont beaucoup plus petits. Là, par exemple, pour cette solution spécifique, j'ai utilisé Qwen 2.5 VL 3B, donc 3 milliards de paramètres. Mais on a aussi accès à 7 milliards jusqu'à 63 milliards, si je me souviens bien. Et ça, c'est déjà moins gros que les LLM d'OpenAI ou autres. Mais en plus, en utilisant le fine tuning, c'est-à-dire entraîner un modèle sur votre donnée, vous pouvez obtenir des performances équivalentes ou supérieures avec un modèle beaucoup plus petit car il sera entraîné sur votre donnée. Donc, utiliser l'open source, d'un point de vue écologique, il n'y a pas photo. Ok. Bon, voilà, je crois que la question est bien répondue. Je vais continuer avec les questions suivantes. On a fait une petite sélection entre-temps. Alors, j'ai cette question qui arrive. Si on veut avoir... Alors, je ne la comprends pas, celle-là, donc je vais avoir besoin d'aide. Si on va avoir l'OCR dispo à n'importe quel moment et non par batch avec une solution cost-efficient. Voilà, qui se lance? C'est pour moi. Ok. En gros, pour les solutions OCR, tu as différentes possibilités. La principale, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser des LLM pour faire de l'OCR. Tu as déjà des solutions comme Tesseract, EasyOCR, des solutions qui existent depuis des années. Donc ça, c'est pas vraiment de l'open source, mais si c'est open source, mais tu peux utiliser ces solutions et les déployer sur un petit serveur avec un CPU sur AWS, si tu as des connaissances en AWS. Je sais que Mistral propose Mistral OCR, j'en ai rapidement parlé, mais tous les cloud providers aussi proposent de l'OCR en mode serverless, donc tu t'occupes de rien. Je parle de Google Vision OCR, si je me souviens bien, Textract de AWS. Donc, panel de choix. Le top du top, c'est juste, comme on a dit, utiliser un modèle comme Tesseract, créer un script qui extrait les textes et tu déploies ça sur un cloud de ton choix avec Docker et l'affaire est rendement dessus. Alors, avant de passer à la prochaine question, il y avait Philippe qui nous posait une question. Qu'est-ce qu'un fichier JSON? Alors, c'est JSON, mais je pense que vu que la question suivante va parler de fichiers JSON, peut-être que vous pouvez faire un petit rappel rapidement. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un fichier JSON sur la slide. Donc c'est simplement un fichier avec ce format-là qui est beaucoup utilisé en data pour enregistrer de la donnée. Donc on voit que c'est assez flexible parce qu'on a différentes ça s'appelle clés valeurs. Donc ça permet vraiment d'enregistrer n'importe quel type topologie de data. Ok, donc ça liste des données avec du détail à l'intérieur des données, quoi. Je dis ça. Je vois que tu souris un petit peu quand je dis ça. Et donc voilà, et du coup, comme ça introduit un peu la question suivante. Pouvez-vous expliquer l'intérêt de stocker des structures JSON dans Expert plutôt que des embeddings dans une vector database pour votre cas d'usage? C'est la même question. Là, en l'occurrence, notre cas d'usage, c'est d'extraire des données, donc de passer d'un document PDF à une donnée structurée. Donc le fait de passer par un JSON, parce que JSON, c'est un output standard un peu pour la LLM, c'est très facile pour eux de le comprendre et c'est très facile pour eux de le vérifier. Donc je pense que c'est une bonne pratique d'extraire ces informations en JSON. Et après, dans une deuxième étape, on passe de JSON à Iceberg, où là, on va passer sur des données vraiment structurées. Donc c'est je pense, une bonne pratique de faire ce flux PDF, JSON, Iceberg. Ouais. Il y a aussi une autre possibilité. Aujourd'hui, on a un LLM dans la génération de texte. Là, je parle juste des LLM. Il semblerait que générer un code HTML comme une page web à la place d'un JSON est beaucoup plus pas fiable, mais stable que générer un JSON. Donc, en fait, juste générer le JSON, c'est une façon de générer une structure de données exploitable. Mais après, dans le process, on peut, comme Julien a dit, transformer cette data comme on veut. On peut la stocker dans un parquet, on peut la mettre directement dans le process, dans le médaillon, l'architecture médaillon, etc., etc.
Alors, je continue avec les questions. Il y a Geneviève qui vous remercie déjà pour la présentation et qui nous demande: avez-vous évalué la perf de Qwen 2.5 sur un jeu test de documents? Malheureusement, non. On est resté, enfin, je suis resté pour le POC et le MVP très très simple. J'ai pas fait de benchmark. Alors, je l'ai pas fait. Si on doit faire une évaluation, il faut créer un benchmark, avoir des documents, avoir le type de data qu'on attend pour chaque document et comparer un à un avec un script Python ou autre pour vérifier la qualité des attentes. Mais non, je ne l'ai pas fait. Je ne sais même pas si, par exemple, Google 2.5, Gemini 2.5 Flash est moins cher, mais je ne sais même pas si, au final, la solution est, enfin, 2.5 Flash est meilleure que notre solution avec un modèle pré-entraîné. Pour continuer, attendez, j'ai perdu la question que vous voulez mettre après. Ah oui, il y a Jamel qui nous disait: je n'ai pas compris la subtilité extraction de texte, information, et ensuite il précise Mistral OCR versus Qwen. En fait, il faut bien faire la différence entre extraire le texte, c'est-à-dire vous avez une image écrite à la main, pardon, une image d'une lettre écrite à la main, et donc il y a du texte, mais non pas en caractère, mais en écriture, un stylo. Vous faites de l'OCR quand vous extrayez ce texte qui est sur une image en texte digital. Ça, c'est de l'OCR, ça s'appelle Optical Character Recognition. Par contre, si dans cette lettre, avec une information bien précise, comme je ne sais pas, la date d'écriture de cette lettre, vous voulez avoir cette date pour votre propre pipeline ou peu importe, là, vous faites de l'extraction de données. Donc, ça peut passer par soit de l'extraction de texte, puis après, ce qui s'appelle de NER, Name Entity Recognition, qui va localiser la donnée sous forme de texte et dire que c'est ce que tu recherches, la date, ou vous passez outre l'OCR totalement. Vous prenez un modèle de computer vision qui reconnaît les pixels, et qui va processer les pixels dans l'output que vous attendez. C'est exactement ce que fait QuenVL, Vision Language. Il va le processer l'image, pas sous forme de texte, mais sous forme en gros, de pixels ou d'embedding. Et voici la différence entre extraire du texte avec de l'OCR et extraire des informations de documents. Alors, pour la suite, il y a une question. Alors, je vais batcher ces deux questions-là. Il y avait Meir et Singal qui nous parlaient un petit peu de faire les choses étape par la suite. Déjà, il y a Singal qui nous demandait: possible d'expérimenter tout ça en local sans rien payer? Qui nous demande aussi si vous fournissez le support de présentation. Et Meir, je batch aussi la question qui nous demande: est-ce que c'est possible d'avoir un tuto pour le faire étape par étape? Alors, j'ai l'impression que c'est déjà un peu le cas. Voilà, est-ce que vous avez des réponses assez curieux d'ailleurs de la partie locale égale gratuit ou Alors, le faire en local, c'est totalement possible. C'est-à-dire qu'on a derrière, c'est un Docker, donc ce Docker, on peut le faire tourner en local. Il y a Jérémy, je crois que tu as écrit un article d'ailleurs sur Medium qui explique exactement comment est-ce que tu as construit cette brique Docker. Donc, à partir du moment où c'est sur Docker, on peut faire ça tourner ça sur le cloud ou sur son ordinateur en local. Après, la question, c'est est-ce que l'ordinateur a les ressources suffisantes pour faire tourner ce type de modèle? Et ça, je pense que Jérémy, tu peux peut-être se répondre à ça. Ouais, en fait, ouais, c'est ça le problème, c'est le GPU. Tout est open source, donc en théorie, vous pouvez tout faire tourner sur votre ordinateur, mais vous n'avez potentiellement pas les ressources nécessaires pour faire tourner un modèle à 3 milliards. En soi, peut-être. En soi, moi j'ai un ordinateur, il fait 32 Go de RAM, je peux faire tourner facilement. J'ai juste besoin si je me souviens bien, si mon modèle fait 3 milliards, j'ai besoin de 7 Go de RAM. Allez, 7-8. Donc, si vous avez ces 7-8 Go de RAM, vous pouvez faire tourner sur un CPU sans problème. Le seul truc, c'est que ça ira pas aussi vite qu'un GPU, parce que le GPU sert à accélérer ces inférences. Par contre, si vous n'avez pas de GPU ou si vous cherchez vraiment à faire de l'expérimentation, je recommande. En gros, je recommande d'utiliser des solutions de data science qui vous permettent de faire de l'expérimentation en utilisant des GPU. J'en ai trois en tête. C'est soit Google Colab de Google, c'est un notebook totalement gratuit qui vous propose des GPU avec une certaine limite de temps par jour. Je vais vous mettre le lien après.
Vous avez sinon Lightning Studio, qui est une solution proposée par Lightning AI. Et Lightning AI, en gros, ça vous met en place un VS Code, un IDE VS Code, pardon si le vocabulaire vous ne connaissez pas. Mais en gros, il vous met un VS Code à disposition avec soit des CPU, GPU. Et la troisième solution, celle que personnellement je préfère, où je commence à adopter de plus en plus, c'est vous prenez AWS ou Google GCP, vous ouvrez une instance avec un GPU, comme j'ai fait avec le batch, le G6 Xlarge, et vous vous connectez en SSH dessus, et vous avez une instance AWS disponible avec un GPU, et vous faites ce que vous voulez à l'intérieur de cette instance, et dès que vous allez terminer, vous coupez tout. Je ne suis pas responsable si vous laissez les instances ouvertes, parce que vous payez autant. Donc, n'oubliez pas de fermer les instances dès que vous avez terminé. Voilà, je vais vous mettre le lien. Merci. Et il me semble que tu as mis du coup le lien du Medium sur le chat, c'est ça, j'ai vu. Ok, parfait. Merci beaucoup. On continue avec les questions. Il y a Joanne qui nous dit comment choisir le bon LLM sur Hugging Face en fonction de son besoin lorsque plusieurs LLM font la même chose. Sur quels critères les comparer? Très intéressante cette question. C'est extrêmement intéressant et ça revient à la question du benchmark. Si vous voulez un MVP rapide, parce qu'en production ou plutôt dans les entreprises, le but c'est de déployer très très rapidement les solutions, même si des fois ça prend du temps. Dans un monde réel, on déploie avant, on calcule après. Dans un monde parfait où on prend le temps de faire de la qualité pour pas envoyer des prédictions totalement erronées des modèles, on crée un benchmark. Non, mieux, on comprend le problème. On comprend le problème que le modèle doit résoudre, ou que la solution, quelle qu'elle soit, que ce soit un humain ou un modèle de deep learning, doit résoudre. On crée un benchmark pour exactement représenter le problème qu'on essaie de résoudre. Et on compare différentes solutions sur ce benchmark. Ce benchmark qui sert de vérité absolue. Et après, c'est de l'expérimentation. Par exemple, pour ce cas de figure, j'ai cité, lors de ma phase d'exploratoire, j'ai pris, sans tester, j'ai trouvé via les Hugging Face Coin 2.5VL pour la tâche, EDFX3, Small VLM, je crois que Pali, je crois que Gemma fait le travail aussi, Gemma qui est un modèle open source proposé par Google. Et là, après, c'est de l'expérimentation par rapport à votre type de données. Il y a Romain qui nous disait une question qui m'a l'air similaire. Comment trouver le LLM le plus fit? Comment filtrer par coût, etc. Je ne sais pas si ça répondait aussi à cette question. Par rapport, alors, le plus fit, c'est la même chose. Le filtrer par coût, il faut savoir que tous les LLM, quasiment, vont prendre le même temps d'inférence. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez un modèle de Google open source, un modèle open source de 3 milliards qui vient de Alibaba, comme Coin 2.5VL, ou un modèle 3 billions, 3 milliards de Google, ils vont à peu près prendre le même temps d'inférence, c'est-à-dire pour processer un document et le même espace sur votre RAM. Donc, en termes de coût, vous pouvez prendre n'importe lequel, tant qu'ils ont le même nombre de paramètres, qui sont juste des nombres, en fait. Donc, 3 milliards de nombres, et ben, ils vont prendre le même coût d'infrastructure. C'est après, en termes de performance, tous les modèles ont été entraînés d'une façon différente. Par exemple, il y a des modèles, soi-disant, de LLM, mais qui datent plus de 2020, je pense de T5 Family, et qui sont gros, mais moins performants. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus les modèles deviennent petits et performants. Et à l'avenir, on va aller vers des modèles de plus en plus petits qui seront juste déployables sur n'importe quel ordinateur, voire même en edge, c'est-à-dire sur les téléphones, etc. Ensuite, j'avance pour qu'on puisse finir avec les 3 dernières questions là. Il y a Anna, parce que oui, on a vu pas mal de choses de workflow là, mais qui nous demande est-ce que vous avez une illustration de l'interface user? Est-ce que vous êtes allé jusque-là dans le travail? Non, on n'est pas allé jusque-là. On a vraiment fait que la partie back-end, donc vraiment extraire l'information et la structurer. On n'a pas du tout fait d'interface utilisateur par-dessus. Et ça serait quoi? Ce serait un drag and drop? On peut imaginer ce qu'on veut. En fait, c'est par exemple un drag and drop. Donc, tu laisses le document, puis ça te redonne, ça t'extrait automatiquement les informations. Je ne sais pas, après, avec des validations potentiellement. Là, on peut vraiment laisser libre cours à l'imagination. Il y a Ben Emrad qui nous reprend une question.
Alors ça, c'est assez précis. Je pense qu'il y a un cas d'usage derrière cette question. Déployer un modèle comme GPT sur une instance EC2, est-ce une bonne idée? Sinon, quelle serait la meilleure solution? Alors, j'imagine un modèle. Oui, Julien, tu veux peut-être répondre? Ouais, rapidement, en fait, c'est ce qu'on fait un peu de manière indirecte. C'est-à-dire que derrière AWS Batch, donc c'est le service qu'on utilise pour faire tourner notre modèle, AWS Batch va utiliser des instances EC2 pour nous. Donc, il va simplement, quand il y a un job qui arrive, il va popper une instance, effectuer le traitement et ensuite l'éteindre automatiquement. C'est juste que tout est géré pour nous, à travers le service AWS Batch. C'est possible de louer soi-même une instance EC2, mais ça implique de manager plus de choses. Voilà. Juste en termes de coût, alors j'imagine quand tu dis GPT, c'est pas le GPT à 175 milliards de paramètres. On va prendre un modèle LLM de 7 milliards. Un modèle LLM 7 milliards tient sur une instance NVIDIA L4, donc G6 X large qu'on continue à utiliser, enfin qu'on a utilisé là. Et j'avais fait le calcul, si l'instance EC2, elle tourne 24 heures et 7 jours sur 7, elle coûterait environ $600 par mois pour une instance qui, avec VLLM, est déjà largement suffisant pour la majorité des cas, où il n'y a pas énormément de données à processer en même temps. Mais en gros, c'est une instance qui est disponible et qui permet, quand vous faites un drag and drop sur l'interface utilisateur, processe la donnée rapidement et vous renvoie les informations. Après, dès que vous devez scaler, et là, vous avez beaucoup d'users qui utilisent le même processus, là, on va devoir scaler l'instance et la doubler par exemple, faire des réplicas. Donc là, ça coûtera plus cher, mais en théorie, si vous avez plus d'utilisateurs, vous scalez et ça vous coûte plus cher en infrastructure, mais ça vous rapporte plus en termes de valeur des utilisateurs. Donc oui, c'est une bonne idée. On a une dernière question d'Olivier, puis après, je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion. On va même terminer à l'heure, j'ai l'impression. Donc, Olivier qui nous dit, peut-on récupérer les embeddings depuis Qwen 2.5 VL et les réutiliser pour des recherches de similarité? Et qui s'y colle? C'est ça pour moi. Alors, c'est pas une colle, mais je sais pas si les gens font ça. Alors, déjà, le modèle est totalement open source. Ça veut dire que vous avez accès à tout. Derrière le modèle, c'est PyTorch. Donc, on va rentrer un peu dans les détails. C'est PyTorch. Et PyTorch, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste mettre des layers les unes après les autres pour processer la donnée l'un après l'autre et envoyer les informations. Et la première layer, en gros, c'est l'embedding, ce dont tu parles. Et en gros, il est possible d'extraire l'embedding. Mais sincèrement, c'est pas pour être bon, mais il faut vraiment faire de la data science ou du machine learning appliqué, ou plutôt de recherche pour vraiment s'intéresser à ça. Par contre, en termes d'embedding, tout comme Qwen 2.5 VL s'occupe de tout ce qui est LLM en génération de texte par image et texte, il y a des modèles qui font juste de l'embedding. Il y a une très bonne librairie qui s'appelle Sentence Transformer, qui proposent des modèles comme ça et leur utilisation de façon très très simple. Donc il y a même un leaderboard comme les leaderboards de LLM pour les modèles de embedding qui permet, totalement open source, qui vous permet de embed n'importe quel texte ou image et les permet de faire de la recherche par embedding ou de la comparaison. Je vais mettre le lien. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ambre, tu veux passer à la conclusion? Il est 12h59, on n'a jamais été autant à l'heure. C'est parfait. Merci beaucoup. Moi, je voulais surtout remercier Julien et Jérémy pour cette présentation passionnante. On a eu beaucoup de questions, donc franchement, ça fait plaisir. Merci également à toutes et tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre pendant cette heure. Vous recevrez très bientôt le replay et des ressources complémentaires par mail. On le mettra également en ligne sur le canal dédié Crème de la Crème. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos initiatives, je vous mets dans le chat mon LinkedIn, le LinkedIn de Crème, le site web de Crème de la Crème et également le lien pour vous connecter à la communauté Crème Connect. Voilà, tout ça c'est dans le chat. Merci à tous, merci Clément et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Merci à tous, merci pour votre curiosité et à bientôt.